Et bienvenue chers élèves de terminale, maths complémentaire, troisième et dernière vidéo d'entraînement pour l'interrogation sur le chapitre 3 sur les lois discrètes. Cette fois-ci on va parler de la loi géométrique et on va voir des rappels de cours et faire un peu d'exercice. Cette loi géométrique, elle fait référence au troisième chapitre 2P, à savoir la thématique temps d'attente. Alors qu'est-ce que ça signifie temps d'attente? Eh bien comme son nom l'indique, on va estimer, quand on a une expérience aléatoire, au bout de combien de temps on a quelque chose qui se réalise. Autrement dit, quel est le temps que je dois attendre avant d'avoir le premier succès. Donc si je parle de succès, vous l'avez compris, on va faire encore une fois un lien avec les schémas de Bernoulli. Donc si vous avez besoin de revoir cette notion, je vous invite à aller voir la vidéo sur la loi binomiale, où on fait des rappels sur le schéma Bernoulli. Et pour un peu mieux comprendre cette loi géométrique, il faut se dire la chose suivante: si une variable aléatoire x suit la loi géométrique de paramètre petit p, ça revient à dire qu'on est dans un schéma de Bernoulli, sauf qu'on ne sait pas combien de fois on répète une expérience, donc on n'a pas de paramètre petit n, on a juste la probabilité du succès. Et on se demande combien de temps je dois attendre avant le premier succès. Ça veut dire, en l'occurrence, qu'on aura par exemple l'événement x égale 3, et bien ça signifie quelle est la probabilité que mon premier succès arrive à la troisième expérience. Donc dans une loi géométrique, je répète indéfiniment la même expérience jusqu'à ce que j'obtienne mon succès. On remarque donc que les valeurs prises par la variable aléatoire x sont les entiers naturels non nuls. Pour quelle raison? Eh bien, puisque je fais au moins une expérience aléatoire, et comme je ne sais pas combien je vais en faire avant d'avoir le premier succès, eh bien je peux aller jusqu'à plus l'infini. Donc toutes les valeurs possibles pour x sont 1, 2, 3, 4, etc. Tous les entiers naturels positifs non nuls. Et alors ici, l'événement par exemple x plus grand ou égal à k, où k est un entier naturel non nul, je peux l'interpréter comme suit: c'est la probabilité d'attendre au moins k expériences avant d'obtenir le premier succès. Le au moins, il vient du fait qu'on a un plus grand ou égal. Si on avait juste un égal, ça aurait été tout simplement la probabilité d'obtenir mon premier succès exactement à la kème expérience. Mais là, avec plus grand ou égal, c'est au moins k expérience. Alors, quelques rappels de cours. Donc déjà, attention, j'ai parlé de schéma de Bernoulli. Je me suis un petit peu fourvoyé car en réalité, il s'agit juste d'une épreuve de Bernoulli, mais on n'a pas de paramètre petit n. Effectivement, on ne sait pas combien de fois on va répéter l'expérience. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a une épreuve où on a deux issues possibles, succès et échec, et on a la probabilité petit p du succès. Donc c'est ce qui est noté ici, p de s égale petit p. Maintenant, quand x suit la loi géométrique de paramètre petit p, on va le noter comme ceci. Soit on écrit x suit g petit p. Alors le g n'a pas besoin d'être aussi joli, on peut faire un g classique, majuscule, et on peut le noter x suit la loi géométrique g petit p avec le tilde pour dire que x suit cette loi. Petite remarque, comme on l'a vu tout à l'heure, la variable x, eh bien, elle peut prendre toutes les valeurs entières plus grandes que 1. Autrement dit, tous les entiers naturels non nuls. Alors maintenant, formule à apprendre et à retenir, c'est comment calculer la probabilité que x soit égal à k, où k est un entier naturel non nul. Et bien pour calculer cette probabilité-là, il faut que je retienne cette formule-là, que rassurez-vous, je peux retrouver assez facilement. P de x égale k, c'est tout simplement p fois 1 moins p puissance k moins 1. Et essayons de comprendre pourquoi c'est ça. Alors pour le comprendre, déjà je vous propose de l'écrire autrement. On va utiliser la commutativité du produit et dire que p de x égale k, c'est 1 moins p puissance k moins 1 multiplié par p. Pourquoi je l'écris comme ça? Parce que si on décide de faire un arbre pour représenter la situation, eh bien au début on fait notre épreuve de Bernoulli, donc on a petit p pour le succès et 1 moins p pour l'échec. Et en réalité ce qui va se passer, si j'obtiens mon succès, eh bien je m'arrête. Je rappelle, loi géométrique, c'est un contexte où je refais la même expérience jusqu'à obtenir le premier succès. Donc dès que je l'ai, je m'arrête. En réalité, cet arbre, il va continuer que dans la branche où j'ai commis un échec. Si j'ai un échec, je refais l'expérience. Donc c'est le même schéma. J'ai la probabilité P pour un succès à la deuxième épreuve et la probabilité 1 moins P pour un échec. Et là, ainsi de suite, je continue mon expérience uniquement lorsque j'obtiens des échecs. Donc voilà à peu près comment on pourrait modéliser par un arbre une expérience lorsqu'on suit une loi géométrique. Intéressons-nous maintenant à l'événement suivant que j'ai noté en vert, x égale 3. Autrement dit, la probabilité que mon premier succès arrive à la troisième expérience.
Regardons où est-ce que ça se situe. Ça veut dire que j'ai commencé par un échec à l'expérience 1, ensuite j'ai eu un échec à l'expérience 2, puis à la troisième, j'ai enfin eu mon premier succès. Eh bien, comment calculer la probabilité de ce chemin-là? Eh bien, cette issue, elle a pour probabilité 1 moins p multiplié par 1 moins p multiplié par p. Autrement dit, la probabilité de cet événement, ce n'est rien d'autre que 1 moins p au carré multiplié par p. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est tout simplement la probabilité de l'échec à la puissance le nombre d'échecs, donc autrement dit 2, multiplié par une probabilité de succès, petit p. Et donc on retrouve bien notre formule si on généralise, la probabilité de l'événement x égale k, c'est 1 moins p puissance k moins 1 multiplié par p. Autrement dit, la probabilité de l'échec à la puissance le nombre d'échecs, multiplié par la probabilité de succès. Propriété intéressante, la loi géométrique, c'est une loi dite sans mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, on peut le traduire par cette égalité-là, que j'entoure ici, enfin que j'encadre ici. La probabilité conditionnelle de x plus grand strictement que k plus l, sachant que x plus grand que k, c'est égal à la probabilité que x plus grand que l. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et comment faire en sorte de retenir cette formule? Prenons un exemple où on a plein de dominos, d'accord? Une infinité de dominos. Donc il faut avoir un peu d'imagination ici. Les trois petits points symbolisent le fait qu'on a une infinité de dominos. Et on s'intéresse à la probabilité. Donc le succès, ça va être le domino ne tombe pas. Et on s'intéresse, on va imaginer que chaque domino a la même probabilité de tomber. Et donc en réalité, on peut symboliser ça par une loi géométrique, où notre succès, ce serait dès qu'on a un domino qui ne tombe pas. Donc ça peut être le premier, ça peut être le deuxième, le troisième, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtienne enfin notre premier succès. Et bien maintenant, la propriété de la loi dite sans mémoire, elle nous dit simplement que la probabilité que le premier domino à tomber soit plus grand que k plus l, donc qu'il soit après cette valeur-là, ce domino-là, sachant que tous ces dominos-là ne sont pas tombés, c'est tout simplement la probabilité que un domino tombe, ou plutôt ne tombe pas, après petit l. Donc c'est exactement comme si on oubliait tout ce qui s'est passé dans le passé. Tout ça on oublie. On repart du principe qu'on démarre, on remet les compteurs à zéro ici, à petit k, et maintenant on recommence. Donc ça va devenir notre premier domino, ça va devenir notre deuxième, et maintenant on est en train de dire que la probabilité initiale, sachant qu'aucun domino n'est tombé dans le passé jusqu'à k, c'est tout simplement la probabilité que x soit plus grand que l. C'est comme si on avait remis les compteurs à zéro et qu'on cherchait maintenant quelle est la proba que x tombe, enfin que le premier domino à tomber soit après le domino numéro l. Petite phrase pour synthétiser un petit peu tout ça. On dit que x est sans mémoire, ça signifie que la probabilité que x prenne des valeurs plus grandes que k plus l, sachant que x prend des valeurs plus grandes que k, ça ne dépend pas de k, mais seulement de l. Alors, représentation graphique de cette loi. Pour faire un petit rappel, la loi binomiale, on avait vu une représentation qui ressemblait un petit peu à ça, comme une sorte de montagne. Et souvenez-vous, elle peut être très étroite ou très large. On pouvait avoir une représentation graphique comme ceci, où ici on remarque qu'on a NP. Alors pour ceux qui connaissent bien leur cours, NP c'est l'espérance de ma loi binomiale de paramètres NP, et c'est l'endroit sur la représentation graphique où j'ai la probabilité maximale. Et voilà un autre exemple de représentation graphique pour une loi binomiale où on obtient quelque chose qui ressemble à ceci. Pour une loi géométrique, la représentation graphique elle est un peu différente. Elle ressemble à quelque chose qui a cette allure-là. C'est juste la pente descendante de la montagne, si vous voulez. Pareil, donc là c'était la loi géométrique de paramètre 0,3. Et là c'est la loi géométrique de paramètre 0,5. Donc on remarque, hop, on a toujours cette espèce d'allure qu'on appellera une allure convexe. Ça on le verra un petit peu plus tard. En tout cas, ça ressemble toujours à ça. La valeur qui a toujours la plus grande probabilité, c'est x égale 1. D'accord? Et ensuite, ça ne fait que diminuer petit à petit jusqu'à se rapprocher très fortement de 0. Et ça, quand on y pense, c'est assez logique, parce qu'en réalité, peu importe la probabilité P de succès, quand je vais faire ma première expérience, j'ai P comme probabilité de réussir. Ensuite, la probabilité que mon premier succès soit au deuxième lancer, enfin à ma deuxième expérience, ce sera, on l'a vu tout à l'heure, 1 moins P fois P. Et ça déjà, étant donné que 1 moins P est plus petit que 1, et aussi plus grand que 0, mais surtout plus petit que 1, eh bien 1 moins P fois P, ce sera plus petit que P.
Donc assez logiquement, la probabilité de x égale 2, elle sera plus petite que celle de x égale 1. Et si je mets un carré ici, eh ben, ce sera encore plus petit. Ça, c'est plus petit que 1 moins p fois p. Donc, la probabilité que x soit égal à 3, elle est encore plus petite que celle que x égale à 2. Et ça, en fait, logiquement, ça a du sens. Quand je vais refaire la même expérience une infinité de fois, imaginez qu'on tire une pièce à pile ou face jusqu'à obtenir pile, il y a c'est très peu probable que votre premier pile apparaisse au centième, millième ou 100 millième lancé. Donc c'est pour ça qu'on a cette espèce de décroissance pour la loi, enfin pour la probabilité de notre variable aléatoire. Et dernière chose, simplement les formules à retenir sur espérance, variance et écart type pour la loi géométrique. Alors si x suit la loi géométrique GP, autrement dit loi géométrique de paramètre petit p, l'espérance de x c'est tout simplement l'inverse de p, c'est 1 sur p. Donc ça c'est assez facile, enfin c'est assez pratique à retenir et à calculer. Si par exemple j'ai une loi géométrique de paramètre 0,3, eh bien son espérance c'est juste l'inverse de 0,3. Et alors ça, pour le calculer, il suffit d'écrire 0,3 comme 3 dixièmes et de se souvenir que divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Et on obtient ici 10 tiers, fraction irréductible. On s'arrête là dans nos calculs. Ensuite, la variance, ça c'est une formule à retenir, c'est 1 moins p sur p carré. Autrement dit, proba d'échec sur proba de succès au carré. Mais retenez-le plutôt 1 moins p sur p carré, ça marche plutôt bien. Et donc si on a la variance, on peut trouver l'écart type, sigma x, c'est tout simplement la racine carrée de la variance de x, et ça vaut ceci. Pour démontrer que ça vaut ceci, c'est assez rapide. Si on fait racine carrée de 1 moins p sur p carré, on se souvient que la racine d'un quotient, c'est le quotient des racines. Et en écrivant ça comme ceci, on fait apparaître racine de p carré, qui vaut tout simplement p, puisque p est positif. Attention, hein, si p pouvait être négatif, c'est pas toujours vrai, on aurait dû mettre valeur absolue de p. Mais comme on sait que p est positif, pas de panique, on peut passer directement à cette étape. Et on a la formule à retenir, sigma x égale donc racine de 1 moins p sur p. Et dernière propriété qu'on pourrait rajouter, qui n'est pas dans le cours, mais qu'on avait vu à l'aide d'un exercice, on s'était rendu compte que p de x strictement plus grand que n, si x suit une loi géométrique de paramètre petit p, c'est tout simplement 1 moins p puissance n. Autrement dit, la probabilité de l'échec puissance n. Donc ça, c'est assez intéressant de le savoir parce que si on vous demande dans un exercice quelle est la probabilité qu'on doive attendre au moins 150 expériences avant de blablabla, avant d'avoir le premier succès plutôt que blablabla, vous pouvez directement utiliser la formule et dire qu'il s'agit de 1 moins p puissance n. Donc, autre moyen de s'en souvenir, c'est d'apprendre que p de x plus petit ou égal à n, c'est 1 moins p puissance n. Ce qui est assez logique puisque cet événement-là que je fluote en vert, x plus petit que n ou égal, c'est tout simplement l'événement contraire de x strictement plus grand que n. Donc il est assez évident que p de x strictement plus grand que n plus p de x plus petit ou égal à n doit donner 1. Ou si c'est plus clair pour vous, p de x strictement plus grand que n, ça doit être égal à 1 moins p de x plus petit ou égal à n. En bref, on peut retenir ces formules, ça peut être utile dans les calculs. Et pour redémontrer ces formules, souvenez-vous, hein, ce qu'on avait fait, on avait dit que p de x plus petit ou égal à n, bah c'est p de x égale 1, plus p de x égale 2, plus p de x égale 3 jusqu'à n. Donc c'est p plus p fois 1 moins p, plus p fois 1 moins p carré, etc. jusqu'à p fois 1 moins p puissance n moins 1. Ensuite, vous factorisez par p, et vous vous rendez compte que vous avez à l'intérieur de votre parenthèse les premiers termes la somme des premiers termes d'une suite géométrique. Et quand vous utilisez la formule que vous connaissez bien, eh bien après simplification, vous allez trouver que ça donne 1 moins p puissance n. Dans tous les cas, la démonstration, c'est pas forcément important de savoir la refaire. Ce qui pourrait vous aider, c'est de retenir les formules. On est parti, premier exercice d'entraînement. On a une étude qui étudie le temps moyen d'attente des jeunes de moins de 29 ans qui restent au chômage. Et on vous dit qu'en moyenne, ils doivent attendre 10 mois avant de retrouver un emploi. Maintenant, on vous dit qu'on suppose que la recherche d'un emploi, c'est indépendant d'une personne à l'autre. Et on vous demande par quel paramètre, ou plutôt par quelle loi, on pourrait modéliser la variable aléatoire x.
sachant que x, on l'a défini comme la variable qui représente la durée en mois de chômage avant de retrouver un emploi. Dès que vous avez une variable qui représente une durée avant quelque chose, on pourra modéliser par une loi géométrique. Alors, pour répondre à cette première question, on vous demande, sans chercher à préciser le paramètre, par quelle loi peut-on modéliser la variable x, qui correspond à la durée en mois de chômage avant de retrouver un emploi. On va tout simplement se baser directement sur la définition de la loi géométrique. On sait que si on considère une épreuve de Bernoulli dont la probabilité du succès est P, bon là en l'occurrence on n'a pas la probabilité, mais on sait qu'on a une épreuve qui est de Bernoulli et qui est répétée de manière indépendante. Si on note x, la variable aléatoire qui compte le nombre de répétitions nécessaires avant le premier succès, alors on peut tout à fait dire que x suit une loi géométrique. Donc là, dans la rédaction, on pourrait dire, eh bien, on va modéliser la recherche d'emploi par une épreuve de Bernoulli, avec comme événement succès trouver un travail, et comme événement échec, le complémentaire, l'événement contraire, autrement dit, ne pas encore avoir trouvé. Donc on répète cette épreuve de manière indépendante, tous les mois, et si on note x, la variable aléatoire, égale à la durée en mois de chômage avant de retrouver un emploi, là j'ai juste recopié l'énoncé, alors x, ça compte bien un nombre de répétitions nécessaires pour obtenir le premier succès. À ce moment-là, on peut conclure, donc x, il peut être modélisé par une loi géométrique. Et en réalité, je dis il, mais c'est elle puisque c'est une variable aléatoire. Donc x peut être modélisé, et e, par une loi géométrique. Alors, par contre, on ne connaît toujours pas le paramètre de cette loi géométrique, mais on nous dit à la question 2, à l'aide de l'interprétation de l'espérance de x, déterminer le paramètre de cette loi. Alors, où est-ce qu'on la trouve, l'espérance de x? Si on relit l'énoncé, on nous dit en moyenne 10 mois. Donc, puisque le mois, c'est bien l'unité pour ma variable x, eh bien, si je sais que la moyenne, c'est 10 mois, je sais donc que l'espérance de x, c'est 10. Et si je connais l'espérance, puisque je connais mes formules par cœur, je sais que l'espérance de x, si x suit une loi géométrique, c'est 1 sur p. Et bien maintenant, j'ai juste une équation. Si e de x vaut 10 et e de x vaut 1 sur p, j'ai juste à dire que donc 1 sur p est égal à 10. Et à ce moment-là, il me faut trouver la valeur de p qui rend cette égalité vraie. Bon, c'est une équation à résoudre. On pourrait par exemple multiplier par p, ça va nous donner 1 égale 10p. Et en l'occurrence, donc p égale 1 dixième. Et en effet, si P vaut 0,1, donc ici ça fera 0,1, on a donc P égale 0,1, on a bien une espérance qui vaudra 10, puisque 1 divisé par 0,1, ça fait bien 10. Ok, on a donc trouvé le paramètre P de notre loi géométrique. Dernière question, calculer la probabilité qu'un jeune chômeur retrouve du travail en moins d'1 an. Eh bien ça, en réalité, on va le faire ici pour garder l'énoncé, ça correspond à la probabilité que x soit inférieur ou égal à 12. Puisqu'attention, l'unité, ce sont des mois et non pas des années. Donc il faut qu'on parle de 12 mois pour parler d'une année. Alors maintenant, pour calculer cette probabilité, soit on se souvient de la formule, enfin plutôt de la propriété qu'on a vue dans l'exercice et qu'on peut maintenant utiliser d'office, qui me dit la chose suivante, p de x plus petit que n, c'est 1 moins p puissance n, et à ce moment-là, ça donne directement 1 moins p puissance 12, sachant que p c'est 0,1, donc 1 moins p c'est 0,9. Et ça, vous voyez, on peut le calculer à la calculatrice et ça donne le résultat. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est utiliser notre bonne vieille calculatrice, on va aller dans probabilité, et au lieu d'aller dans binomial, et bien puisque maintenant on fait une loi géométrique, elle est un peu plus en bas, il faut aller la chercher, mais une fois qu'on la trouve, on met la bonne valeur du paramètre, on met suivant, et comme pour la loi binomiale, on va pouvoir gérer un petit peu ce qu'on veut faire apparaître. Si on veut faire apparaître la proba que x soit plus petit ou égal à 12, on va prendre le premier choix ici, on va mettre 12, et on va trouver 0,7175705. Bref, si on arrondit au millième, ça fera 718, 0,718. On va le noter. Voilà qui est fait. Maintenant, on va vérifier quand même que 1 moins 0,9 puissance 12, ça donne bien à peu près aussi 0,718. Le calcul est fait, le résultat est trouvé, c'est cohérent. Voilà donc qui clôt ce premier exercice. Prochain exercice, cette fois-ci on a un couple qui a recours à des FIV, des fécondations in vitro, pour avoir un enfant. On vous dit que le taux moyen de succès d'une FIV c'est 25%, donc un quart, et au-delà de 4 tentatives, les FIV ne sont plus remboursées par la Sécu. Ok, on vous demande quelle est la probabilité de, petit a, devoir faire plus de 3 FIV pour avoir un enfant.
Alors, il y a ambiguïté, est-ce que c'est plus ou égal à 3 ou plus strictement? Soyez simplement cohérent dans votre choix. Plus de 3, je pars du principe que s'il n'y a pas écrit strictement, ça peut être égal. Donc, bon, après, à vous de voir. Mais on cherche soit P de x plus grand ou égal à 3, soit P de x strictement plus grand que 3. Dans tous les cas, si tous vos choix sont cohérents dans l'ensemble des exercices, on ne vous en tiendra pas rigueur. Mais si on suit la logique, je pense que plus de 3 ici, ça ferait plutôt référence à x strictement plus grand que 3. Donc on aimerait bien avoir juste à calculer ceci, mais par contre, il faut déjà qu'on définisse x, qu'on précise la loi qui suive, et surtout le paramètre. Donc ça, pareil, on va devoir faire une petite rédaction. On pourrait donc écrire, donc là la rédaction elle est un peu lourde, mais c'est pour bien expliquer ce qui se passe. On peut modéliser les FIV par une épreuve de Bernoulli, avec S, obtenir un enfant, en fait le succès tout simplement, la FIV va fonctionner, et E, S bar, autrement dit l'événement contraire. Et la probabilité que la FIV ait fonctionné, on vous le dit dans l'énoncé, c'est 25%. 25% c'est un quart, c'est 0,25. Donc si on répète cette épreuve de manière indépendante jusqu'à obtenir le premier succès, on peut noter x, la variable aléatoire, égale au nombre de FIV nécessaires avant le premier succès, et à ce moment-là, x, c'est bien en train de compter un nombre de répétitions nécessaires pour obtenir le premier succès. Donc littéralement, d'après la définition, on peut donc dire que x peut être modélisé par une loi géométrique, en l'occurrence, x suit la loi géométrique de paramètres petit p, avec p égale 1 quart. Donc on va écrire ici 1 quart. Voilà comment justifier, grosso modo, pourquoi x suit une telle loi. Ensuite, on peut calculer donc la probabilité que x soit strictement plus grand que 3. Alors, plusieurs façons de faire. Soit on a retenu la propriété de l'exercice, qui vous dit que p de x strictement plus grand que n, c'est égal à 1 moins p puissance n. À ce moment-là, on l'écrit directement. Et ensuite, on calcule. Donc, si p c'est 1 quart, 1 moins p c'est 3 quarts. Et on doit faire tout ça puissance 3. On peut directement faire le calcul à la calculatrice. On trouve que 3 quarts puissance 3, c'est 27 sur 64. Alors attention, quand vous faites des calculs de puissance sur des fractions sur la calculatrice, je trouve qu'il vaut mieux mettre les parenthèses pour bien faire comprendre à la calculatrice que c'est toute la fraction qui est sous l'exposant. Et on écrit donc la valeur exacte, 27 sur 64. Maintenant, l'autre possibilité, c'est de raisonner avec l'événement contraire et de dire que p de x strictement plus grand que 3, c'est 1 moins l'événement contraire. Et quel est l'événement x plus petit ou égal à 3? Ça, en l'occurrence, il n'y a pas une infinité de possibilités non plus. Il y a soit x égale 1, n'oubliez jamais, on ne commence pas à 0, parce que x prend des valeurs dans les antinaturels strictement positifs, puisqu'on est obligé de faire au moins une épreuve. Donc 1 moins entre parenthèses p de x égale 1, plus p de x égale 2, plus p de x égale 3. Mais bon, ça en réalité, ça nous fera déjà un peu plus de calcul, mais normalement, en fin de compte, on obtiendra le même résultat. Et dernière possibilité, c'est directement de faire le calcul sur la calculatrice et de voir le résultat. On va donc dans notre menu, on sélectionne cette fois-ci cet outil-là pour voir la probabilité de x plus grand ou égal à un nombre. On fait attention parce que x strictement plus grand que 3, ça veut dire x plus grand ou égal à 4. Et maintenant, on a la valeur. On n'a juste pas la valeur exacte, c'est ça le problème. On pourra juste donner un arrondi au millième. Là, en l'occurrence, 0,422. Et c'est bien cohérent parce que 27 sur 64, si on en donne un arrondi au millième, on trouve aussi 0,422. Et deuxième question, quelle est la probabilité pour un couple d'avoir un enfant grâce à la FIV en étant remboursé par la sécurité sociale? Sachant qu'on vous dit que la sécurité sociale, elle vous rembourse que jusqu'à 4 tentatives. Au-delà de 4, on ne vous rembourse plus. Donc pour être remboursé par la Sécu, il faut que x soit strictement plus petit que 4. Plus petit ou égal, parce qu'en réalité, si c'est au-delà de 4 tentatives, j'imagine que 4 tentatives, c'est toléré et la sécurité sociale rembourse encore. En tout cas, soyez cohérents. Si on choisit comme événement x plus petit égal à 4, eh bien on doit calculer sa probabilité pour trouver quelle est la probabilité qu'on soit remboursé par la sécurité sociale. Retour sur la calculatrice, en réalité ce qu'on doit faire ici c'est juste changer d'outil, aller dans la première possibilité, on met p de x plus petit que 4 et on trouve notre valeur, notre arrondi, on va donner 0,684. J'en profite, faites bien attention aux paramètres petit p, c'est-à-dire à chaque fois vérifiez bien s'il y a plusieurs exercices que votre paramètre petit p est bien le bon en fonction de l'énoncé que vous avez. Là en l'occurrence c'est OK, c'est 0,25 et donc on peut donner la valeur 0,684.
Donc, pour répondre à la question, on aurait juste à préciser que l'événement qu'on met entre accolades x plus petit égale à 4, c'est exactement l'événement être remboursé par la Sécu. Donc, on a juste à calculer la probabilité de cet événement, et en l'occurrence, ça donne environ 0,684. Donc, si on devait interpréter avec une phrase, avec un pourcentage, on pourrait dire il y a environ 68% de chances d'être remboursé par la sécurité sociale pour un couple qui essaye d'avoir un enfant avec des FIV. Allez, dernier exercice pour s'entraîner. Cette fois-ci, on a un automobiliste qui roule sur une avenue et il y a au total 15 feux tricolores, d'accord? On suppose que la variable aléatoire, que la probabilité qu'un feu soit vert lorsqu'il se présente, elle est de 0,4, donc ça, on va quand même déjà le fluoter, et que les feux ne sont pas synchronisés. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire en réalité, avec un langage probabilistique, que les feux sont indépendants. Donc ça, c'est important pour nous à savoir. On vous dit x est la variable aléatoire qui donne le numéro du premier feu rouge ou orange rencontré. D'accord? Donc x, c'est une variable aléatoire. Elle donne le numéro du premier feu rouge ou orange rencontré. Ça veut dire en réalité que si j'ai plusieurs feux, elle va, entre guillemets, compter le nombre de feux verts avant d'obtenir le premier feu rouge ou orange. Donc il faut imaginer que sur l'avenue, notre automobiliste il va rencontrer le premier feu ici, donc il va commencer à rouler depuis la gauche par exemple, hop il rencontre le premier feu, puis le deuxième, etc. jusqu'à arriver jusqu'au 15e feu. Et nous ce qu'on va compter c'est le nombre de feux que je dois passer avant de rencontrer le premier feu rouge ou orange. Première question, quelle est la loi suivie par X? Alors, une autre tentative de rédaction, on pourrait dire, comme les feux ne sont pas synchronisés, on répète bien de façon indépendante la même épreuve de Bernoulli. Donc, c'est le mot indépendante qui vient du fait que les feux ne sont pas synchronisés. Donc là, le terme ne sont pas synchronisés, c'est lié à l'exercice avec les feux rouges, etc. Dans d'autres contextes, on pourra vous dire, il n'y a aucun impact sur le fait que blablabla. Ce sera à vous de traduire ça par la notion d'indépendance. Donc, répétons, on répète de façon indépendante la même épreuve de Bernoulli, de paramètre P égale 0,4, puisque la probabilité que le feu soit vert, c'est 0,4. Alors attention, je viens de remarquer quelque chose. 0,4, c'est la probabilité que le feu soit vert. Or, nous, on va compter pour X le numéro du premier feu rouge ou orange. Ça veut dire que le succès, ce sera feu rouge ou orange. Donc il faut mettre comme probabilité petit p de succès la proba d'avoir un feu rouge ou orange. Eh bien, rouge ou orange, c'est le complémentaire de vert. Donc ce sera 1 moins 0,4, en l'occurrence 0,6. Attention, petit piège ici, je pense. Donc là, il faut que je corrige ça. C'est 0,6 la probabilité petit p, donc le paramètre de mon épreuve de Bernoulli. On précise les deux issues, c'est aussi comme ça qu'on peut se rendre compte si on ne s'est pas trompé sur petit p. L'issue S, succès, c'est le feu est orange-rouge. Ça, je le sais grâce à ce que représente ma variable x. Et l'échec, c'est toujours S bar. Pas besoin de dire le feu est vert. On pourrait, vous savez quoi, on va le faire pour le dernier exercice. On va dire le feu est vert. Voilà. Et encore une fois, un exercice un peu contre-intuitif où le succès, c'est le feu est orange ou rouge. C'est un petit peu contre-intuitif, mais parfois dans les exercices, c'est comme ça. On va ensuite préciser la variable aléatoire x compte le nombre de répétitions nécessaires avant d'obtenir le premier succès. On fait le lien ici avec la notion du thème de P, le temps d'attente. X, c'est le temps d'attente du premier feu rouge ou orange. Donc ça, pas besoin de le noter, c'est juste pour faire un petit lien. Et on peut donc conclure, alors, ou ainsi, comme vous voulez, x suit la loi géométrique. Bon, je ne sais pas faire de joli G, on va faire un G classique, de paramètre petit p, et petit p c'est 0,6. On va quand même plutôt préférer noter la valeur du paramètre. Voilà une proposition de justification pour préciser pourquoi x suit la loi géométrique de paramètre 0,6. Alors, question B, quelle est la probabilité que l'automobiliste rencontre les 5 premiers feux au vert? Alors ça, on pourrait se dire, ah bah ça veut dire que le premier feu rouge, c'est le 6e du coup. Mais pas forcément, ça aurait pu être le 7e, 8e, 9e, tout ce qu'il faut en tout cas, c'est que ce ne soit pas avant les 5 premiers. Donc en fait, la probabilité qu'on cherche, c'est la proba que le premier feu rouge ou orange soit strictement plus grand que 5. Et l'événement x strictement plus grand que 5, en fait, c'est littéralement les 5 premiers feux sont verts. Quand on y pense bien, ça veut dire que le premier feu rouge ou orange n'a pas sa place dans les 5 premiers feux. Et comme d'habitude, pour calculer cette proba, plusieurs façons de faire.
Passer par le complémentaire, c'est pas hyper utile. C'est bon à savoir quand c'est x strictement plus grand que 1 ou ce genre de choses. Mais là, en l'occurrence, soit la calculatrice, soit la formule. La formule, je vous la remontre, ça va peut-être vous aider à la retenir. P de x strictement plus grand que n, pour la loi géométrique, c'est 1 moins p puissance n, proba d'échec puissance n. Donc ici, c'est 1 moins p puissance 5. Sachant que p vaut 0,6, 1 moins p vaut 0,4, on a donc à calculer 0,4 puissance 5. La calculatrice va s'en charger pour nous. Ça donne une valeur qui est la suivante, 0,01024. Alors, on pourra dire, donc, arrondi au millième, 0,01 ou 0,10. Et on note notre résultat en n'oubliant pas de passer aux petites vagues puisque c'est un arrondi. Deuxième façon de faire, on va donc sur la calculatrice, onglet probabilité. Attention parce que vous voyez, quand vous enchaînez les exercices, quand vous mettez probabilité, ça vous met directement sur la dernière page. Il va falloir revenir en arrière pour changer le paramètre de la probabilité petit p. Ici, le succès, c'est 0,4, puisque c'est la probabilité que le feu soit rouge ou orange. On vérifie si on n'est pas sûr. 0,4, c'était la probabilité que le feu soit vert. Donc vous voyez, la probabilité de succès, autant pour moi, c'était 0,6. Donc on corrige ça tout de suite. Sur la calculatrice, on revient en arrière, on change. Ça, c'était la probabilité d'échec. Attention à ne pas se tromper, on met 0,6, la probabilité du succès. Suivant, et voilà qui est fait. Maintenant, que cherchait-on? Alors, c'était la probabilité que x soit strictement plus grand que 5. Et comme la calculatrice affiche p de x plus grand ou égal, eh bien, il faut traduire x strictement plus grand que 5. Ça veut dire x plus grand ou égal à 6, la valeur suivante. On met entrée et on trouve 0,01 quand on arrondit au millième. C'est cohérent. Et en réalité, c'est assez logique. La probabilité que x soit strictement plus grand que 5, si on réfléchit bien, si on prend notre automobiliste qu'on va mettre en bleu, il faut que le premier feu qu'il traverse soit au vert. Donc ça, il y a une probabilité de 1 moins p. Puis le deuxième feu au vert, 1 moins p. Puis le troisième, 1 moins p, 1 moins p. Et le cinquième, 1 moins p. Ensuite, ce qui se passe, on s'en fiche un petit peu. Nous, ce qui compte, c'est que sur les 5 premiers, il n'y ait pas eu de feu rouge. Et bien, si on calcule la proba, comme chaque feu est indépendant des autres, on peut juste faire 1 moins p fois 1 moins p fois 1 moins p fois 1 moins p fois 1 moins p, autrement dit 1 moins p puissance 5. On peut retrouver cette formule-là. Petit c, on vous dit quelle est la probabilité que l'automobiliste ne rencontre aucun feu rouge ou orange sur l'avenue. Et bien, pour trouver cette chose-là, il faut qu'on se souvienne, ça c'est au tout début de l'énoncé, que sur l'avenue, on a 15 feux tricolores. Donc, ne pas rencontrer de feu rouge, ça veut dire que le premier feu rouge qu'on aurait dû avoir, autrement dit, le premier feu qui aurait été rouge, aurait été supérieur au 15e feu. Donc ça veut dire, comme tout à l'heure, c'est l'événement P de x strictement plus grand que 15. Et ça, si on a utilisé la formule juste au-dessus, on peut l'utiliser à nouveau, c'est 1 moins p puissance 15, et donc 0,4 puissance 15. Ça, c'est assez logique. Comme tout à l'heure, hein, on poursuit le trajet de l'automobiliste. Il a fait ici 1 moins p pour arriver au vert, 1 moins p pour arriver au vert, 1 moins p, 1 moins p, tout ceci jusqu'au 15e feu. Et la suite, ça lui appartient, ce n'est plus notre avenue. Donc, pour calculer la probabilité qu'il ait eu que des feux verts sur les 15 premiers, c'est donc 1 moins p fois 1 moins p fois 1 moins p, 15 fois, donc 1 moins p puissance 15. 0,4 puissance 15, on va quand même donner une valeur arrondie au millième. Alors là, si on calcule, on tombe sur quelque chose qui peut faire peur. La calculatrice affiche 1.0737, etc. E-6. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, ça veut juste dire que c'est une écriture scientifique où on multiplie par 10 puissance moins 6. Donc en réalité, il faudrait décaler la virgule ici, hein, le point, le 1.07, à gauche de 6 crans. Si on refait un petit peu de puissance. Donc si on se déplace de 6 crans, on se doute bien qu'on aura 0,000, pas mal de zéros avant le premier nombre non nul. Donc en l'occurrence, si on arrondit au millième, eh ben en fait on aura juste 0. Donc ici, si j'arrondis au millième, 0,4 puissance 15, eh bien c'est environ 0. Ça veut dire que c'est un événement quasi impossible, en fait c'est un événement impossible, que de n'avoir que des feux verts sur les 15 feux tricolores de l'avenue. Et la calculatrice nous aurait donné la même valeur ici, hein, 1.07342 E-6. Autrement dit, quelque chose en écriture scientifique avec 10 puissance moins 6. Donc en fait, bon, si on arrondit au millième, on ne va pas assez dans les nombres petits pour obtenir des nombres qui ont de la valeur. Donc si on arrondit au millième, ça devient 0.
Et en soi, ça a du sens. Si on franchit 15 feux tricolores, il y a très peu de chances, c'est quasi impossible d'avoir que des feux verts toute l'avenue. Alors, cette fois-ci, on va utiliser une propriété du cours. On vous dit, pour la petite idée, l'automobiliste a passé les 10 premiers feux tricolores au vert. Quelle est la probabilité qu'il passe les 5 prochains feux sans être arrêté? Alors, cette fois-ci, si on modélise ça, on a la probabilité, sachant que x est plus grand que 10, puisqu'il a passé les 10 premiers feux au vert, quelle est la probabilité que x soit plus grand? Alors les 5 prochains feux, ça voudrait dire qu'au total, x sera plus grand que 10 plus 5, donc 15. On cherche la proba que x soit strictement plus grand que 15, sachant que x est strictement plus grand que 10. Et bien ça, si on se rappelle de la propriété, elle est ici à gauche, elle nous dit que p de x plus grand que k plus l, sachant x plus grand que k, c'est juste p de x plus grand que l. Donc ça, en réalité, le calcul que j'ai fait ici, alors je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, je vais mettre le égal là, mais parce que j'ai pas la place, ça va être tout simplement probabilité que x strictement plus grand que 5. Et ça, en fait, on l'avait déjà calculé à la question B, donc on peut directement mettre le résultat, c'est environ égal à 0,01. Donc ça veut dire, et c'est plutôt logique, comme tous les feux tricolores sont indépendants, ils ne sont pas synchronisés ensemble, sachant que j'ai passé les 10 premiers feux au vert, à partir de maintenant, la probabilité que je passe les 5 prochains feux sans être arrêté, elle ne dépend plus de ce qui s'est passé. On s'en fiche que j'ai passé les 10 premiers feux au vert. Donc cet événement-là que je connais, il n'a aucune influence sur x qui part du premier feu. En fait, j'ai juste à partir du 5e feu. Et à partir du 5e feu, à partir du 10e feu, pardon, donc c'est là, je me demande quelle est la probabilité que x soit plus grand que 15. Eh bien en fait, c'est juste la probabilité, en oubliant tout ce qui s'est passé, que x soit plus grand que 5, tout simplement. Et ceci vient clore cet exercice.